Donc, mesdames, messieurs les députés, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce colloque. Je tiens à remercier le groupe des Verts de m'avoir confié ce travail passionnant, et merci à Yves, bien sûr, de m'avoir renouvelé sa confiance, puisque, comme il l'a dit, j'ai réalisé un rapport en 2012 sur les impacts du pic pétrolier sur l'Union européenne. Donc en gros, après avoir traité un petit peu du problème, j'ai eu l'occasion de traiter un petit peu de pistes de solutions à envisager pour essayer de préparer l'avenir. Alors, c'est en toute humilité que je me présente devant vous, parce que c'est difficile de s'estimer expert de ce qui peut se passer d'ici 2030 sur des thématiques aussi variées que l'alimentation, les transports et l'énergie. Donc c'est de la prospective, c'est un mélange, bien sûr, de rencontres avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de recherches, et donc voilà, une espèce de compilation que je vous soumets au travers de ce rapport, et que je vais vous présenter donc pendant cette demi-heure qui vient. Alors, on est dans une situation un petit peu particulière, je dirais assez nouvelle, puisque on avait un petit peu l'habitude de travailler sur des scénarios de plus ou moins long terme. Or aujourd'hui, on se rend compte que le scénario de long terme est devenu quelque chose qui est, je dirais, inapproprié, puisque c'est quasiment impossible de savoir aujourd'hui quel va être l'avenir à long terme, notamment parce que on va être soumis à un certain nombre de changements, de perturbations qui vont venir modifier profondément le fonctionnement des sociétés. Alors parmi ces changements, il y a notamment la question de l'énergie, bien sûr, avec la baisse de la production pétrolière, la nécessité de réduire les consommations d'énergie fossile, l'écologie avec la baisse de la biodiversité, tout ce qui est économique avec la crise de la dette et tous les pays qui sont surendettés aujourd'hui, les changements climatiques, l'accès à l'eau potable, la production alimentaire, etc., etc. Donc vous voyez, qu'on le prenne par un bout ou par l'autre, il est certain que nous allons vivre, nos sociétés vont avoir à vivre des changements perturbants, très perturbants pour certains. Par contre, on ne maîtrise pas forcément ni la chronologie de tout cela, ni l'ampleur de tous ces phénomènes. Donc, la mission qui était confiée là, c'était, dans ce contexte si particulier, comment on peut imaginer un fonctionnement durable pour nos sociétés, pour nos territoires, malgré justement toutes les instabilités qui vont venir perturber nos vies, perturber les fonctionnements. Donc ça, c'était un petit peu le défi. Alors le graphique que vous voyez là, c'est issu de travaux de M. Ulanovich et M. Liétard aussi, qui ont travaillé justement et qui se sont rendus compte que finalement, notamment dans un contexte d'instabilité, les systèmes dans la nature qui étaient les plus durables étaient les systèmes qui trouvaient un équilibre entre l'efficience et la résilience. Donc la recherche d'efficience, c'est quelque chose que nos sociétés ont tendance à toujours viser, c'est-à-dire on cherche l'optimisation systématiquement, l'optimisation, la compétitivité, les économies d'échelle, etc. Donc l'efficience est en permanence au cœur des politiques, et on voit bien qu'aujourd'hui, pour relancer la croissance, le seul objectif, c'est la compétitivité, et donc on essaye de faire un maximum d'efficacité pour cela. Et donc, on se rend compte que, par cette recherche de l'efficience, on rend le système plus fragile, et donc ça, c'est quelque chose que l'on va voir plus tard, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ville de Datang en Chine, dont quasiment l'intégralité de l'activité économique est consacrée à la fabrication des chaussettes. Donc cette unique ville en Chine fabrique un tiers des chaussettes dans le monde. On peut se dire, qu'est-ce qui se passe si il y a une rupture au niveau des échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde? Que va faire cette ville qui fournit un tiers des chaussettes de la planète? Bon. Donc on se rend compte que l'efficience conduit à une fragilité du système et qui peut mettre en péril, bien sûr, un certain nombre de territoires. Donc, alors, qu'est-ce que c'est exactement la résilience? Donc, on va essayer d'affiner un petit peu cette notion-là. Autant l'efficience, c'est quelque chose qu'on perçoit un petit peu plus facilement. La résilience, un petit peu moins. C'est une notion au départ qui a été utilisée en mécanique, en résistance des matériaux, la capacité d'un matériau à subir un choc et à pouvoir quand même
garder ses caractéristiques mécaniques, puis ça a été repris en psychologie, capacité d'une personne à subir un traumatisme, et puis à s'en remettre à partir de manière positive. Donc là, ce qui va nous intéresser par rapport à un territoire, justement, puisqu'on parle bien de territoire résilient, eh bien, ça va être la capacité du système, donc le système en l'occurrence là c'est notre territoire, à absorber les chocs et les changements, à se réorganiser, et tout cela en conservant son identité, ses fonctions principales et ses capacités de réaction dans le temps. Donc vous voyez que c'est typiquement une notion qui colle avec la notion de vulnérabilité et avec la notion justement de perturbation et de choc, et donc quelque part avec ce à quoi nous allons être confrontés dans les périodes qui viennent. Alors quelles sont les conditions pour qu'un système, pour qu'un territoire puisse aller vers plus de résilience dans ce contexte? Déjà, il faut être capable d'accepter notre vulnérabilité. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on dit tout va bien, il y aura toujours à manger dans les supermarchés, il y aura toujours de l'électricité à la prise de courant, il y aura toujours des médicaments dans les pharmacies, et on part du principe que rien ne pourra arriver à nos sociétés et que tout va bien se passer. C'est quelque chose qui est assez récurrent, je dirais, notamment dans les institutions politiques où on essaye de rassurer tout le monde. Ça a été un petit peu, je me souviens, lors du colloque sur le pic pétrolier qu'il y avait eu en 2012, où M. Tasnadi, donc de la Commission européenne, du directeur général sur l'énergie, donc avait dit non, non, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez vu, aux États-Unis, la production repart, et jusqu'en 2035, on n'aura pas de problème. Bon, donc tant qu'on peut repousser les échéances, on n'a pas à se préoccuper du moment présent et à se préoccuper de l'anticipation. Et pour anticiper, encore une fois, il faut déjà admettre le fait qu'il pourra nous arriver un certain nombre de problèmes. Et donc cette notion de l'acceptation de la vulnérabilité est quelque chose de fondamental si on veut travailler sur la résilience. Ensuite, il va falloir définir l'échelle territoriale, puisque on ne va pas pouvoir parler de résilience alimentaire, par exemple, si on s'intéresse simplement à un centre urbain, d'accord ? Centre urbain, en lui-même, ne pourra pas fournir toute sa production alimentaire. Donc, il va falloir redéfinir des échelles territoriales où on va pouvoir avoir, justement, un équilibre qui va pouvoir se mettre en place. Donc, la notion de biorégion, c'est quelque chose que j'explique davantage dans le rapport. Notion de biorégion dans laquelle, eh bien, on va pouvoir avoir une organisation des échanges qui va être suffisamment proche, de proximité, qui va pouvoir répondre justement aux critères de résilience qu'on va évoquer juste après. Ensuite, il va falloir mieux connaître notre territoire. Aujourd'hui, avec l'éclatement des sociétés, notamment grâce à la mobilité, eh bien, on a tendance un petit peu à perdre la notion de culture, d'identité locale. Et donc, c'est quelque chose qui est important dans la notion de résilience. Comment les sociétés locales ont pu vivre, anticiper, subir et se remettre des événements perturbants qu'il y a eu dans le passé. Et donc cette notion de la connaissance de la culture et de l'histoire du territoire est quelque chose de très important pour justement pouvoir travailler sur la résilience future. Et ensuite, une fois qu'on a un peu dressé tous ces portraits-là, eh bien on va essayer d'améliorer un certain nombre de critères. Et donc toutes les solutions un petit peu, je dirais, techniques ou sociales que je vais proposer par la suite sont des choses qui permettent autant que possible d'améliorer à la fois la diversité et la redondance. Alors, pour faire très simple, c'est un peu l'expression « il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier hein, », d'accord. Donc si effectivement, c'est l'histoire, je reviens à mon histoire de fabrication de chaussettes, hein, si vous avez un territoire entier qui n'a qu'une seule production industrielle, le jour où cette production est en déclin, et ça s'est déjà vu, on a déjà vu des territoires dont l'économie s'effondre parce qu'elle mise tout sur une seule activité économique. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans le passé et on reproduit les mêmes erreurs aujourd'hui. C'est valable pour les activités économiques, c'est valable pour la production alimentaire et pour un certain nombre d'autres choses comme ça. Que va-t-il se passer dans la région Midi-Pyrénées où il y a 50 000 personnes qui vivent de l'industrie aéronautique? Que va-t-il se passer dans cette région le jour où on arrêtera de vendre des avions? Voilà, donc c'est typiquement la diversité, un élément très important de la résilience. Ensuite, la modularité, c'est comment on arrive à faire en sorte que eh bien, lorsqu'il se passe quelque chose à un point d'un territoire, on n'ait pas tous les autres territoires qui risquent de s'effondrer également parce qu'ils sont trop interconnectés. Et donc, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec la mondialisation. Hein, s'il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète, eh bien, on peut se retrouver dans des situations difficiles chez nous.
Donc ça, c'est l'aspect modulaire, comment on arrive à avoir suffisamment d'autosuffisance sur les territoires pour leur permettre de continuer à fonctionner, même si ailleurs, eh bien, il se passe quelque chose. Ensuite, l'anticipation et la capacité de réaction, capacité d'anticipation et de réaction. Donc ça, c'est comment on arrive dans un système qui change, qui évolue constamment, comment on arrive à pouvoir s'adapter en permanence à ces changements. Donc ça va vouloir dire peut-être rapprocher les niveaux de gouvernance, faire en sorte de ne pas être obligé de remonter plein de niveaux pour pouvoir dire ah bah vous avez vu, il se passe ça en bas, et puis 10 ans plus tard, on arrive à avoir une décision qui est prise. Donc voilà, essayer d'avoir un système qui permet de réagir beaucoup plus rapidement, plus adaptable, et puis une bonne intégration environnementale, parce que dès lors qu'évidemment on se coupe complètement de notre environnement naturel, on se rend compte que le coût énergétique et financier est très important. On voit bien ce que c'est dans les villes, quand on veut remplacer le rôle des écosystèmes dans le traitement de l'eau, etc. Dans ce genre de choses, on se rend compte qu'on a des coûts extrêmement importants et qu'on a beaucoup plus de mal à s'adapter. Donc c'est aussi des choses que l'on abordera un petit peu encore par la suite. Alors, avant de rentrer techniquement, je dirais, dans chacune des parties qui vont être abordées, en fait, à chaque fois dans l'étude, j'ai proposé une espèce de fiction, parce que la notion de la vision positive, c'est quelque chose qui va être fondamental. Tous les chocs et changements dont j'ai parlé au départ sont évidemment des choses qui peuvent faire peur et qui peuvent donner une certaine réticence à aller de l'avant. Donc, si on veut pouvoir aller de l'avant et essayer de construire un monde plus résilient, il va falloir s'imaginer à quoi va pouvoir ressembler ce monde désirable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Hein. C'est un peu revenir à l'idée de l'utopie. Hein. L'utopie, c'est ce truc qu'on n'atteint jamais, mais pour autant, ça nous donne une direction, une voie vers laquelle on peut tendre à partir du moment où on estime que c'est vers ce chemin-là qu'on a envie de prendre. Donc, c'est ce que j'ai proposé au départ de chaque partie, à la fois un témoignage d'un citoyen en 2030, imaginaire, et puis une chronologie imaginaire qui permet de s'imaginer un peu justement comment ça va pouvoir se dérouler jusqu'en 2030. Alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet en parlant de chacune de ces thématiques qui évidemment sont extrêmement interconnectées. Pour ce qui concerne la thématique de l'énergie, j'ai souhaité déjà faire une petite mise au point sur quelques petites choses qui, de mon point de vue, sont bonnes à savoir dès lors que l'on veut envisager un système résilient au niveau énergétique. Tout d'abord, l'énergie parfaite n'existe pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre à l'école des mines, à l'école d'ingénieurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune énergie parfaite et que imaginer que parce qu'on va mettre des panneaux solaires partout, ça va résoudre tous les problèmes, c'est une erreur. C'est pareil pour le nucléaire, pareil pour le pétrole. Toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients. Il va donc falloir, pour chaque territoire, jauger quels sont les inconvénients qu'on est prêt à accepter ou pas. Mais dans tous les cas, il faudra faire des compromis. Si on veut disposer d'énergie, il faudra être prêt à faire des compromis et des sacrifices parce que toutes les énergies ont des inconvénients. Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, l'énergie nette va diminuer encore plus vite que l'énergie, on va dire, produite. Donc aujourd'hui, on parle de production d'énergie. Dans le monde, on vous montre des courbes de la production d'énergie. Mais dans la mesure où on utilise une part de plus en plus importante de cette énergie pour produire l'énergie, c'est-à-dire que le pétrole qui est de plus en plus difficile à extraire, il faut de plus en plus d'énergie pour aller le chercher. Donc ça veut dire que l'énergie vraiment disponible pour la société, pour le fonctionnement de nos institutions, elle va diminuer encore plus vite que la production globale d'énergie mondiale. D'accord ? Donc l'énergie qui est disponible pour faire les infrastructures, les écoles, pour les loisirs, pour la santé, etc., elle va diminuer encore plus rapidement. Il faut absolument neutraliser l'effet rebond, puisque l'effet rebond a tendance à annuler tous les progrès qui sont réalisés. Ça fait depuis le choc pétrolier de 1973 qu'on fait des améliorations technologiques, que tous nos appareils consomment de moins en moins d'énergie, et pourtant, la consommation globale d'énergie n'a jamais cessé d'augmenter. Donc, l'effet rebond est un phénomène qu'il faut absolument essayer de neutraliser pour pouvoir réussir à avoir une diminution de la consommation d'énergie. Ça, c'est important. Évidemment, si vous avez une entreprise qui économise sur ses consommations d'énergie, eh bien l'argent qu'elle va économiser, elle va forcément le dépenser ailleurs, en investissant, en augmentant sa production, et quelque part, l'énergie qu'elle a économisée d'un côté, elle va le dépenser ailleurs. Un petit point juste sur le nucléaire, pour dire que le nucléaire, comme toutes les autres énergies, a des avantages, a aussi des inconvénients.
Malheureusement, le nucléaire, c'est la seule énergie qu'on n'est pas capable d'abandonner du jour au lendemain. D'accord? C'est une énergie, vous ne pouvez pas dire, ok, du jour au lendemain, on ferme la centrale, on s'en va. Parce que des semaines après l'avoir fermée, il faut continuer à la refroidir. Et que ce sont des installations qui sont extrêmement sécurisées, bien sûr, mais qui ne peuvent pas souffrir d'un abandon, contrairement à toutes les énergies. Une centrale à charbon, vous la fermez du jour au lendemain, vous partez. Un barrage, vous le videz, pareil, vous pouvez partir. La centrale nucléaire, non. Donc si on considère que la société va devenir potentiellement instable, il faut peut-être se dire que des installations qui ne peuvent pas justement souffrir d'un abandon de la part des techniciens, c'est peut-être quelque chose qui est risqué. Bon, il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui sont expliqués dans l'étude. Et également un point sur l'énergie biomasse. Voilà, aujourd'hui, en Europe notamment, on se dit qu'il faut absolument utiliser l'énergie de la biomasse. Juste, j'attire votre attention sur ce qui se passe en Grèce, par exemple. Hein. Les citoyens, beaucoup de citoyens ne peuvent plus payer leurs factures de pétrole et de chauffage. Tout le monde va dans les forêts pour couper du bois. C'est une énergie qui est directement accessible par les citoyens. Et donc si aujourd'hui on peut préserver nos forêts, c'est parce qu'on a les énergies fossiles. Si demain on n'a plus accès aux énergies fossiles, il faudra faire attention. On risque de se retrouver à avoir une déforestation rapide de nos territoires. Donc oui, utiliser l'énergie biomasse, mais elle n'est renouvelable que si on la consomme moins vite que la vitesse à laquelle elle se régénère. Donc très important, l'énergie biomasse n'est pas toujours une énergie renouvelable. Une fois que j'ai fait ces petits points d'introduction, alors voilà les points que je suggère au travers de cette étude. La première chose, c'est évidemment qu'il va falloir diminuer la demande, la consommation d'énergie, quel que soit, si on veut un territoire résilient, si on veut relocaliser, etc., il va falloir réduire notre besoin. Ça, c'est quelque chose qui est inéluctable, inévitable. Alors, la Commission européenne a fait une feuille de route, et donc c'est la ligne bleue qui est tracée sur ce graphique. Donc moi, je vous propose une ligne verte qui est encore plus volontariste et qui vise à atteindre en 2050 une consommation d'1,5 tonnes d'équivalent pétrole par habitant par an, ce qui correspond à la moyenne mondiale actuelle. D'accord? Donc ça veut dire diviser par 2 ou 3 la consommation des habitants européens. Un peu plus, un peu moins selon les pays, bien sûr. Ça correspond aussi à la société à 2000 watts, donc c'est un concept qui a été développé en Suisse, avec cette idée de dire il faut qu'on aille vers plus d'égalité sur la consommation d'énergie au niveau mondial. Et donc cette forme un petit peu incurvée, puisque les premiers efforts seront les plus payants, hein, les premières économies seront les plus faciles à faire, et vers la fin ça va devenir de plus en plus difficile de grappiller. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt cette forme un petit peu incurvée. Ensuite, il va falloir, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer d'analyser le phénomène de l'effet rebond. Alors, c'est très difficile aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pistes sur ce sujet-là, donc c'est juste une suggestion que je faisais, qui était de dire pourquoi pas essayer d'évaluer en amont, à chaque fois qu'on va faire des économies d'énergie, combien ça va permettre d'économiser d'argent, que cet argent soit placé sur un fonds spécifique qui puisse être abondé par les gouvernements, les autorités locales ou les entreprises, évidemment en guise d'incitation bien sûr à faire ces placements, et que ces placements ensuite ne puissent être réutilisés que soit dans des économies d'énergie pour celui qui a investi, soit en tiers investisseur, c'est-à-dire pour que la personne puisse prêter cet argent à une personne qui voudra réaliser des économies d'énergie. Donc l'idée c'est que l'argent qui est économisé par le biais des économies d'énergie ne puisse être réinvesti que dans les économies d'énergie pour avoir un cercle un cercle vertueux plutôt que l'inverse et faire en sorte d'essayer de limiter cet effet rebond. Développer des sociétés locales de services énergétiques. C'est quelque chose qui a été fait par la ville de Bristol récemment, qui a obtenu un financement de la Banque d'investissement européenne, avec l'idée de dire localement on va pouvoir financer de la rénovation des bâtiments, on va pouvoir financer de la production d'énergie renouvelable, mais que tout cela se passe au niveau local, avec les contraintes locales, avec les opportunités, le climat, le relief, etc. qu'on va avoir sur le territoire. Donc développer des sociétés locales qui vont être avec la participation des citoyens bien sûr et des acteurs locaux. Créer des réseaux modulaires, je parlais de la modularité tout à l'heure. Donc là vous voyez sur cette image une illustration où on voit tout un quartier, alors je crois que c'est la ville de Boston, où il y avait une grosse coupure de courant, et finalement vous avez cette espèce d'îlot qui a permis de garder son électricité. Donc c'est l'idée un petit peu des microgrids, micro-réseaux ou smart grid. Donc l'idée c'est d'avoir une production autonome, et donc on est quand même relié au réseau général, mais s'il y a une coupure générale de courant,
eh bien, on peut continuer à avoir une alimentation au moins des services critiques, hein. Par exemple, les services médicaux, services de soins, les services de communication, la sécurité, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. L'exemple que je prends notamment dans le rapport, c'est celui d'un tel réseau au Japon qui a permis de continuer à alimenter des services critiques alors qu'il y avait eu le tsunami et le tremblement de terre de Fukushima. Améliorer la réactivité, là aussi, donc en créant des procédures qui vont faire qu'on va être capable, en cas d'urgence, en cas de rupture d'approvisionnement de telle ou telle énergie, de réagir plus rapidement. Et si pour certaines énergies, on ne peut pas améliorer la réactivité, à ce moment-là, remettre en place la notion de stock. C'est quelque chose que l'AIE avait très bien compris en mettant en place finalement des stocks au niveau des pays importateurs de pétrole. Donc là, au niveau local, on peut envisager aussi ce genre de choses pour laisser plus de temps pour réagir, parce que si on supprime les stocks simplement parce que ça coûte pas cher, eh bien le jour où il arrive un problème, on n'a aucun délai pour réagir. Donc la notion de stock est très intéressante pour ça. Et bien sûr, favoriser les projets collectifs et citoyens, puisque l'acceptabilité sociale des projets énergétiques est en général bien meilleure dès lors que les citoyens s'y investissent. Et puis surtout, ça permet que les citoyens se réapproprient la notion de l'énergie. Aujourd'hui, elle a été un petit peu confisquée par l'expert, l'expert en nucléaire, l'expert en pétrole, qui va bien maîtriser les concepts. Aujourd'hui, le consommateur est simplement un consommateur et ne se préoccupe plus de savoir quelles sont les contraintes de la production d'énergie. Donc, impliquer les citoyens dans les projets de production d'énergie, ce sont des choses qui permettent d'améliorer la résilience des territoires. Sur la question des transports, maintenant, qui bien évidemment est très liée à la question de l'énergie, puisqu'aujourd'hui on a 96% de nos moyens de transport qui dépendent du pétrole. Le premier des paramètres, c'est que la mobilité a remplacé l'accessibilité. Il faut donc faire un retour, une inversion de ce système-là, grâce à la voiture individuelle et au fait que l'énergie ne coûtait rien. Et bien finalement, aujourd'hui, on a tendance à faire des économies d'échelle en disant on va faire que des très gros hôpitaux qui vont concentrer tous les services et puis tant pis, les gens font 50 km en voiture pour y aller, c'est pas grave. Voilà. C'est vraiment un exemple que je prends, mais pour tout, on a tendance à faire ce genre de choses pour limiter les coûts pour la collectivité, mais par contre, les citoyens sont dépendants de leur voiture, sauf évidemment quand on est en zone urbaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. La mobilité n'est pas un besoin vital. D'accord ? Par contre, on a besoin de mobilité pour accéder à des choses qui sont l'alimentation, que sont la santé, etc. Mais par contre, si on accède à tous nos besoins vitaux, à une réponse à nos besoins vitaux, sans avoir besoin de faire des kilomètres, très bien, on va pouvoir continuer à vivre. Donc, améliorons l'accessibilité, puisque demain, vu qu'il y aura moins d'énergie, on aura moins de mobilité, donc ça voudra dire moins vite, moins loin, moins souvent, et donc ça c'est quelque chose de très important. Ensuite, essayer autant que possible de reconcevoir des réseaux de transport qui ne dépendent pas du pétrole. Donc ça c'est quelque chose, évidemment, dans un territoire comme l'Europe, qui importe jusqu'à quasiment 90% de son pétrole. Imaginez d'avoir des réseaux de transport qui ne dépendent plus du pétrole, c'est quelque chose qui peut être franchement intéressant. Alors je voulais vous donner un exemple assez intéressant que j'ai découvert dans le cadre de cette étude. Donc c'est un réseau de tram-train, c'est-à-dire qui dessert à la fois les campagnes et le centre-ville. Donc il y a plusieurs endroits en Europe comme ça où ce genre de réseau a été mis en œuvre. Donc là c'est un réseau local où il y a 345 km de ligne. Vous avez un départ tous les 20 minutes, c'est de 5h à 21h, donc 5h à 9h du soir, vous avez 39 locomotives, et tout ça alimenté par une centrale hydroélectrique de 1,75 MW, avec une petite centrale thermique d'appoint s'il n'y a pas assez d'eau dans la rivière. Bon. Donc vous avez vu un petit peu le réseau qu'on peut alimenter avec une toute petite centrale. Simplement, juste, il se trouve que donc ce réseau-là, c'est en Haute-Vienne, mais pour vous donner une idée, c'est un réseau qui a fonctionné de 1908 à 1949. Donc c'est pas du tout un réseau qui fonctionne encore aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, on pouvait faire fonctionner tout un réseau avec moins de 2 MW de puissance, et qu'aujourd'hui, pour une locomotive de TGV, il faut quasiment 10 MW de puissance. Donc simplement, il faut savoir ce qu'on veut, d'accord ? Est-ce qu'on veut des trucs hyper puissants qui vont très vite, ou est-ce qu'on veut des réseaux avec des petites locomotives qui vont un petit peu moins vite, qui peuvent quand même emmener du monde et des marchandises, et qui permettent quand même de se passer du pétrole. Voilà, donc c'est juste une question de choix politique, bien sûr, à ce niveau-là. Ensuite, il va falloir optimiser le remplissage des véhicules, parce que on dit toujours que la voiture c'est le pire des transports, mais il vaut mieux une voiture bien remplie qu'un train vide. Soyons bien d'accord là-dessus. Donc, c'est pour cela que si on met en place des transports en commun, si les transports en commun sont vides, ça ne sert à rien.
Donc il va falloir optimiser le remplissage déjà de tous les transports existants pour essayer de faire en sorte d'optimiser l'efficacité des transports. Donc ça peut passer par la gratuité ou la très forte baisse des prix de ces transports. Donc là, il y a assez récemment la capitale de l'Estonie qui a décidé de mettre en place ces transports en public, la gratuité des transports publics. Alors, c'est pas très rentable au niveau financier. Par contre, ils se sont rendus compte que sous d'autres aspects, notamment les aspects sociaux, eh bien, ça permet d'augmenter la mobilité des citoyens les plus modestes. Et ça permet d'avoir des améliorations environnementales aussi. Donc, il ne faut pas regarder uniquement que le coût financier, bien sûr, dans tout ça. Et la gratuité ne suffit pas. Les résultats d'une ville à l'autre ne sont pas les mêmes ceux qui mettent en place la gratuité. Il faut bien sûr avoir une offre qui correspond à la demande. Si vous mettez la gratuité mais que les transports ne sont pas assez fréquents, ne sont pas d'assez bonne qualité, ne sont pas confortables, etc., les gens ne vont pas les prendre. Et puis il va falloir aussi contraindre l'utilisation de la voiture parce que de toute façon les gens qui auront les moyens de se payer la voiture, ils ne vont pas utiliser le transport en commun si ce n'est pas assez pratique pour eux. Donc voilà, il va falloir vraiment... Ce n'est pas juste la gratuité des transports qui permet d'augmenter le remplissage, c'est vraiment cette combinaison de l'ensemble des facteurs. Et puis après, bien sûr, améliorer l'efficacité des transports et diversifier les sources d'énergie. Donc là, c'est évidemment aussi des choses qui peuvent être mises en œuvre. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont de plus en plus lourdes. Je crois qu'on gagne, je crois que c'est je vais dire une bêtise, je crois que c'est 75 kg en moyenne par an pour les voitures. Parce que évidemment, à chaque fois, on augmente le confort, on rajoute la clim, on rajoute tout ça, et puis le poids augmente, et donc les moteurs augmentent, et finalement, nos voitures ne consomment pas du tout de moins en moins, et on a plutôt une stabilité. Donc avoir des véhicules qui seront plus légers, qui seront moins puissants, qui seront moins rapides, et avec ça, on va réussir à avoir des voitures qui peut-être vont atteindre 1,5 ou 2 litres au 100 maximum. Et puis varier, encore une fois, les énergies. On ne pourra pas tous avoir... dans 10 ans, 2 voitures électriques dans notre garage qui nous permettront d'aller à l'autre bout du pays pour le week-end à un prix dérisoire. Ça ne marchera pas. Donc il va falloir une diversité, donc il faudra peut-être de l'air comprimé, de l'électricité, peut-être un petit peu d'hydrogène, bon, surtout de la force musculaire avec les transports doux, le vélo, la traction animale, etc. Ok, je suis en retard. Bien. Et puis on en vient à l'alimentation. Alors là, c'était juste le petit exemple. Il y a des déménageurs à Montréal qui parviennent à déménager des tonnes et des tonnes de matériel en centre-ville avec des vélos. Donc comme vous avez vu, comme vous le voyez, on peut faire des choses extraordinaires et on n'a pas besoin forcément d'avoir des gros camions pour faire tout ça. Et donc j'en viens à la question de l'alimentation. Je vous renvoie aussi vers l'excellent travail de Pablo Servigne qui est ici, qui a travaillé sur comment on va pouvoir nourrir l'Europe en temps de crise, donc qui est vraiment un excellent travail, et dont d'ailleurs je me suis inspiré dans le cadre de cette étude. Il va falloir créer des conseils de politique alimentaire pour voir comment localement on va pouvoir repenser notre... Alors aujourd'hui on a juste des réflexions sur la production agricole, et puis après c'est la grande distribution qui s'occupe de nourrir les gens. Donc là, il faut sortir de ça et il faut créer des conseils de politique alimentaire. Donc ça, il y en a plus de 200 qui sont créés aux États-Unis. Donc ça, c'est l'image que vous pouvez voir ici. Il va falloir, assurer la politique, la sécurité alimentaire des villes, puisque c'est dans les villes que naissent en général les émeutes et que si vous n'assurez pas justement l'alimentation des villes, vous risquez d'avoir des problèmes. Puis en plus, par rapport au réchauffement climatique, reverdir les villes ne peut être que quelque chose de bénéfique. Donc c'est des choses que je développe aussi dans l'étude. Utiliser le levier de la restauration collective, c'est énorme ce levier au niveau européen, en Europe de l'Ouest, vous voyez les chiffres, hein, c'est 50 milliards de repas qui ont été servis en 2009, 340 milliards d'euros, donc c'est un budget colossal et donc c'est un levier considérable pour réussir à modifier les modes de production, de distribution d'alimentation au niveau local. Donc là, on a un levier extrêmement intéressant. Et puis, après, bien sûr, il va y avoir... Alors, j'ai oublié donc la responsabilité citoyenne dans le cadre, bien sûr, du régime alimentaire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais effectivement, le fait de manger trop de viande, ce genre de choses, sont des éléments qui ne sont pas durables. Il va falloir modifier le régime alimentaire. Il va falloir changer nos actes de consommation. Donc ça, c'est des choses qui, culturellement, vont être difficiles et longs à transformer, mais qui vont être indispensables. Et puis aussi soutenir les producteurs locaux en étant solidaires au travers, par exemple, de l'agriculture soutenue par la communauté, hein, les ASC, ou les AMAP, comme on les appelle en France aussi,
qui consiste à soutenir des agriculteurs à s'engager à acheter leur production sur 6 mois, sur 1 an. Donc ça, c'est des éléments très intéressants. Et puis modifier les pratiques agricoles, puisque elles dépendent énormément des énergies fossiles, qu'elles ont tendance à faire diminuer la biodiversité, à provoquer de l'érosion, des pollutions, etc. Donc il va falloir modifier les pratiques agricoles. Je vous ai simplement mis l'exemple de l'agroforesterie, où on va mélanger de la production d'arbres avec de la production de plein champ. Et donc on arrive à avoir des résultats excellents avec ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Là encore, malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vous renvoie au travail, encore une fois, de Pablo Servigne, et puis également à la partie que j'ai un peu plus développée dans mon rapport. Voilà. Donc, je vais conclure cette petite intervention en vous disant que, tout d'abord, vraiment, j'insiste là-dessus, on est face là à la nécessité d'un véritable travail d'acceptation, à la fois du changement, parce que le changement c'est très difficile et on est dans une situation de dépendance à l'énergie d'une manière générale et au système dans lequel nous fonctionnons avec toutes les facilités que ça peut représenter. Donc acceptation de ce changement et de notre vulnérabilité par rapport à tous les changements qui s'en viennent. Donc là, ce travail-là doit être mené extrêmement rapidement et de manière importante. La réduction de la demande à tout point de vue, énergétique, mais aussi de toutes les ressources naturelles, minérales, fossiles, etc., ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du choix ou de l'ordre de la philosophie. C'est quelque chose qui sera soit choisi par anticipation, soit subi. Puisque, évidemment, la consommation d'énergie a conduit à une surexploitation de toutes les ressources au niveau mondial. On va dépasser, on a parlé du pic pétrolier, mais on va dépasser le pic de phosphate, le pic de cuivre, le pic de zinc, le pic, etc. Donc la plupart des matériaux exploités sur la planète vont passer leur pic, sauf la biodiversité, où là par contre on part plutôt d'un maximum et on a juste des courbes qui ont tendance à descendre extrêmement vite. Donc nous devons réduire notre demande, ce n'est pas un choix, c'est de l'anticipation, et plus on l'anticipera, et mieux on le vivra. Ça c'est une certitude. Donc si on regarde un petit peu les feuilles de route de la Commission européenne, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dans ce genre d'orientation. Alors il y a quand même une volonté de diminuer la consommation d'énergie, mais il faut admettre le fait que diminuer vraiment la consommation d'énergie nécessite de remettre en cause le principe de croissance économique, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas découpler au niveau mondial la production, la consommation d'énergie et la croissance économique. Donc ça, c'est important. Et donc, vu qu'il y a là une recherche permanente de compétitivité systématique, on se rend compte que ça ne colle pas avec l'idée de travailler vers plus de résilience. Donc c'est pour ça que finalement les scénarios de la Commission européenne ne sont pas vraiment en accord en tout cas avec ce que je présente dans cette étude et avec la notion en tout cas de la résilience territoriale. On est juste dans une vision d'amélioration de la compétitivité européenne dans la course à la mondialisation. Et donc, il faut voir que dans le monde entier, il y a des citoyens qui ont compris ça, notamment avec le réseau des villes en transition, donc partout dans le monde, il y a des gens qui se mobilisent pour travailler cette résilience. Donc après, la question c'est de savoir, est-ce que tous les élus, les gouvernants sont prêts à regarder ça avec attention et à se dire, eh bien oui, ok, on va être prêt à soutenir ce genre d'initiative et à mettre en même temps des impulsions pour faire en sorte que les territoires puissent améliorer leur résilience et donc participer à la construction de cette vision positive pour imaginer des territoires vivables et désirables à l'échéance de 2030. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Benoît. Je crois que, évidemment, c'est un panorama extrêmement large et audacieux, qui est en effet assez orthogonal, disons, avec le mainstream et le business as usual de l'Europe en général, notamment de la Commission.